Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Catherine Oberlé. Je connais bien Catherine parce que je l'ai coachée pendant quelques années et j'ai eu la chance d'écrire la préface de son livre « Domptez vos peurs et libérez votre féminin » publié aux éditions Le Duc. J'ai été aussi la marraine de l'Académie du féminin qu'elle a créée il y a quelques années et qui est encore quelque chose qui est au cœur de sa vie. Alors Catherine Oberlé est Gestalt thérapeute, coach, conférencière et donc auteure. Sa spécialité, c'est l'accompagnement des femmes et la guérison du féminin. Son histoire personnelle l'a amenée à faire des recherches sur les conséquences des agressions sexuelles vécues dans l'enfance, sur la vie des femmes et sur la manière dont ces traumatismes s'inscrivent dans la mémoire corporelle, psychique et cellulaire, allant même jusqu'à toucher l'âme. Et donc aujourd'hui, c'est de cela dont nous allons parler. Alors cet épisode est pour vous, si vous avez été blessé dans votre féminité ou votre sexualité et aujourd'hui vous avez envie de rebondir et de ne plus vous laisser définir par le passé. Vous vous sentez souvent enfermé dans des jugements et des limitations et pourtant vous ressentez chaque jour monter en vous un peu plus l'envie de vivre libre. Vous en avez marre de saboter vos belles idées, de vous diminuer face aux autres. Vous sentez qu'il est temps d'avancer sur un chemin de guérison. Vous voulez retrouver du plaisir et incarner votre puissance au quotidien. Alors dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi aujourd'hui, tout particulièrement, c'est le bon moment pour oser libérer la parole sur les abus et les agressions sexuelles? Comment retrouver l'estime de soi quand on a été blessé? Quelles sont les peurs qui nous empêchent d'oser prendre des risques pour construire la vie que nous voulons vraiment? En quoi la conversation sur le consentement peut être la clé de notre liberté humaine? Se réapproprier et faire la paix avec son corps, à quoi cela peut ressembler? Alors bonjour Catherine et bienvenue dans cet épisode. Bonjour Christine et merci pour cette belle invitation. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es thérapeute depuis de nombreuses années et tu t'es depuis longtemps vraiment intéressée à ce sujet de la libération du féminin. Et plus récemment, tu as commencé à parler de plus en plus ouvertement sur le sujet des agressions sexuelles et notamment l'impact si profond que ces événements souvent vécus dans notre enfance peuvent avoir sur la vie des personnes qui le subissent. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi aujourd'hui de contribuer à libérer la parole sur ce sujet si difficile? Ben, c'est important parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. J'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais.
C'est vraiment maintenant qu'on sent, on le voit autour de nous dans les émissions de radio, de télé, la parole se libère. Et je pense qu'il est important de le faire à toutes les échelles, hein, pas seulement par des gens connus. Mais moi, je me suis dit, ben, tiens, moi aussi j'ai quelque chose à dire là-dessus. Donc, pourquoi pas témoigner à mon niveau, à moi. Peut-être que ça va pouvoir inspirer aussi d'autres personnes et que ça sera un petit peu comme un relais qu'on se passe. Voilà, il y a quelqu'un qui ose et puis qui passe le relais à quelqu'un d'autre qui va oser aussi et ainsi de suite. Et je pense que c'est comme ça que ça va se faire et c'est comme ça que de plus en plus de femmes vont pouvoir se libérer et libérer la parole parce que c'est vraiment par là que ça passe. Hein. C'est oser dire, oser dénoncer. Et il y a tellement de femmes, enfin moi j'en vois au quotidien quand dans les femmes que j'accompagne que moi je les trouve formidables, mais elles n'arrivent pas à avoir ce regard-là sur elles parce elles sont abîmées par les agressions, par les viols, parce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Donc, je pense il est urgent vraiment de participer à ce mouvement-là pour que les femmes trouvent vraiment leur place. Et c'est vrai que j'ai l'impression particulièrement sur ce sujet, que ça peut vraiment être puissant d'entendre le témoignage de quelqu'un d'autre et du coup de se dire ah mais je suis pas seule, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça et elles osent dénoncer. Parce que Oui, parfois, on a un peu mis le couvercle là-dessus, sur le passé. Beaucoup de ces femmes et de ces personnes qui ont subi ces abus et ces agressions sexuelles ont fait preuve d'une résilience extraordinaire pour être là où elles sont aujourd'hui dans leur vie. Et donc, on pourrait avoir envie de tourner la page et de se dire, finalement, pourquoi revenir dans le passé? Pourquoi réouvrir ce truc qui m'a fait tellement souffrir et aujourd'hui, j'arrive à peu près fonctionner? Surtout qu'en plus, ça risque de déranger. Et donc, on peut avoir... Puis parfois aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui se mélangent avec ces agressions. Enfin, j'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, mais il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a de la confusion. ah Il y bah, à a fond, oui, voilà, bien sûr. dis-moi ce que tu Ça as à vient, me dire bah, là-dessus. bah, des agressions sexuelles dans l'enfance, hein, on va dire, viennent nous toucher vraiment. C'est pour ça, moi, je parle de l'âme, parce que ça vient nous toucher vraiment au niveau de l'âme, ça vient nous toucher au plus profond de nous, ça nous touche au moment où nous sommes en pleine construction de notre identité, de qui nous sommes. Donc, c'est une blessure qui va nous suivre, qui va être présente tout au long de notre vie. Donc, effectivement, comme tu dis, il y en a qui vont faire avec, quoi. C'est K1, KA, ça va aller, mais finalement, enfin, ça va pas si bien que ça hein, pour certains. Enfin, moi, je vais te partager un témoignage que j'ai eu il y a quelques jours qui m'a vraiment touchée profondément. C'est une femme de 80 ans qui m'a appelée et elle m'a contactée en me disant, je ne veux pas mourir avec ça. Mm, Ça m'a, waouh, je me suis dit, mm. ah ouais. 80 ans. Et elle m'a dit, voilà, j'ai tenu jusqu'à maintenant, J'ai mais tenu. je ne veux pas mourir avec ça. J'ai tenu jusqu'à Oui. maintenant. C'est tellement fort cette phrase. J'ai tenu Hmm. jusqu'à maintenant. C'est vraiment des femmes. Cette femme, c'était une femme forte. Ah bah ouais, oui. Alors c'est vrai en l'écoutant, voilà, je sentais sa force, sa puissance, et en même temps cette douleur qui était encore là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Donc, elle avait envie de faire un travail personnel. Elle avait envie aussi de voir au niveau de la justice ce qu'elle pouvait faire encore. Voilà, il y a plein de choses qui étaient présentes. Hein. Et ça, je pense que ça vient justement du fait qu'en ce moment, ben, la parole se libère. Donc, je pense que quelque part, pour certaines personnes, ben, il y a des autorisations qui apparaissent, qui se font. Et donc la personne va se dire, déjà, comme tu disais tout à l'heure, ben, tiens, je ne suis pas toute seule. Hein, il y en a Mm, d'autres qui ont vécu ça. Et il y a peut-être effectivement quelque chose à faire. Il y a mm, peut-être, et je peux peut-être faire quelque chose pour mieux vivre dans ma vie, pour réussir à m'épanouir, pour qu'il y ait quelque chose qui change. Parce que bien sûr, on tient. Moi, j'ai tenu pendant très longtemps. Hein. Je serrais les dents hein, vraiment très fort. Tout mon corps était en contraction, en pression constamment.
Et j'avançais comme ça. J'étais un peu le bulldozer qui avançait. Alors oui, j'étais forte, bien sûr, hein. Seulement, à partir du moment où ça s'est accumulé, où en plus il y a eu un burn-out, et ben là, j'ai explosé en plein vol, quoi. Dire si, Hmm. parce que bon, c'est difficile de tenir toute sa vie comme ça. Ça Hmm. demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à partir du moment où on fait un travail thérapeutique, on fait un travail de libération de la parole, ben, on récupère de l'énergie. C'est Hmm. incroyable ce qui se passe, hein. Donc toi, tu as toi-même vécu hein, des agressions sexuelles dans ton enfance. Et donc, est-ce qu'il y a un témoignage que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs et nos auditrices? Un témoignage, tu veux dire mon témoignage de ce que moi j'aimerais dire par rapport à Oui, ça? C'est oui. ça, oui. Ben, moi, ce que j'ai envie de dire, surtout en ce moment, c'est un message d'espoir et de dire que allez-y, parlez, libérez votre parole, faites le travail que vous avez à faire, parce que quelque part, ça fait peut-être partie de notre mission aussi, hein. Si on a vécu ça, peut-être que la mission, ça sera aussi ben, de dénoncer, d'en parler, de libérer la parole, de libérer l'énergie, parce que ça ne peut être que mieux après. C'est vrai que Hmm. sur le coup, c'est difficile, hein, ça je ne le cache pas. C'est parce que justement, on préférerait ben, que rien ne bouge, hein. On préférerait serrer les dents et attendre que ça passe, que, voilà. Mais non, en libérant la parole, on libère vraiment notre énergie, on retrouve aussi de l'estime de soi. Parce que c'est vrai que tu as dit deux mots importants tout à l'heure, c'est que les, les abus, les agressions sexuelles viennent vraiment nous toucher au niveau de la honte et de la culpabilité. Ça vient vraiment, comment dire, développer encore plus cet axe de la culpabilité et de la honte qui sont déjà très souvent bien présents chez les femmes. Mais là, ça vient remettre une grosse couche. Et donc, passer sa vie avec ces deux piliers-là, c'est vraiment lourd. Donc, Hmm. c'est vraiment en actant quelque chose de faire un travail personnel qu'on arrive à alléger ces deux parties-là et qu'on arrive à se reconnecter à nouveau ben, à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'épanouissement, quelque chose qui va Voilà. redonner de la légèreté à la vie. Donc, on passe de la résilience à l'épanouissement. Oui, oui. C'est encourageant ce que tu dis quand tu dis ça ira mieux, ça va générer du mieux, parce que je pense que beaucoup de personnes pourraient craindre d'ouvrir cette espèce de truc qu'on a fermé, bien scellé et bien planqué dans le passé, et d'aller le réouvrir, on pourrait vraiment avoir peur que ce soit pire. Mais alors, on a peur, effectivement, parce que, bon, il y a des choses qui ont. Il y a des peurs qui ont lieu d'être, c'est vrai, parce que parfois de libérer la parole, eh bien, ça va déstabiliser le milieu familial, ça va déstabiliser, ou ça peut déstabiliser le couple, ça peut déstabiliser beaucoup de choses autour de nous, mais c'est parce que un équilibre, un semblant d'équilibre est rompu. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, on va retrouver notre propre équilibre à nous. Et Mm. notre propre équilibre à nous, ben, ça passe par reprendre confiance en soi, être fier de ce qu'on a fait, parce qu'on s'est débarrassé d'un fardeau qui est souvent très très lourd à porter. Et puis c'est surtout, ça on en parle souvent dans ces problématiques-là, pardon, c'est de, c'est de balancer la honte du bon côté. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on a vécu ces traumas, eh bien, on porte le fardeau de la honte, et la honte, ben, c'est pas à nous de la porter. Mm. C'est pas nous qui devons être pétris de honte, c'est pas nous qui devons être pétris de culpabilité, c'est l'autre. Mm. Et c'est en faisant ce travail-là qu'on arrive à faire ça aussi, et à se débarrasser de cette honte et de cette culpabilité. Mm. Et en même temps, c'est compliqué quand on n'a pas forcément envie de rebalancer ça, notamment si c'est un parent. Parfois, on peut avoir qui est vieillissant. Oui. Voilà, on peut avoir aussi beaucoup de mal à se dire, ben non, je vais pas mettre ça, je vais pas ouvrir ce truc maintenant, quoi.
Oui, c'est pour ça que c'est délicat, c'est vraiment quelque chose à mettre en place avec un thérapeute, hein, parce que il y a, ça dépend de tellement de choses, il y a tellement de fils à tirer, il faut y aller vraiment avec beaucoup de délicatesse. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas une histoire qui est identique à une autre. Donc, Mm. chaque histoire est vraiment unique. Donc, chaque manière de réagir, chaque besoin va être unique. Il y a des personnes qui vont avoir envie de porter plainte. Il y en a d'autres qui n'auront pas envie, qui ne voudront pas. Il y en a qui vont se couper de leur famille, d'autres pas. Donc, vraiment, tout est possible. Et ce qui va être important, c'est vraiment que les personnes puissent le faire, puissent agir en fonction de ce dont elles ont besoin, elles, ce qui va être bon pour elles. Il n'y a pas un message unique non plus, hein. Mm. Donc ça, je trouve qu'il faut faire vraiment attention de ne pas tomber, voilà, dans le piège en plus voilà, il y a ça à faire et il faut faire ça. Non. Non, Mhm. c'est à chacun, chacune de trouver ce qui sera bon pour elle. Parce que l'idée, après, hein, c'est vrai que tu parlais de passer de la résilience à l'épanouissement. Eh bien, c'est ça. Il va d'abord y avoir le travail de, de, de nettoyer son histoire, de la comprendre, d'avancer là-dessus. Mais en fait, le but, c'est quoi? Ben, le but, ça va être de pouvoir se redonner la première place, de pouvoir se redonner de l'espace et pour pouvoir dépasser ça et pour pouvoir à nouveau se connecter ben, au plaisir, à l'épanouissement, à ce qui est bon dans la vie. Moi, j'appelle ça aussi goûter la vie, reprendre le goût de la vie. Mm. Et Mm. ça, on peut le faire une fois qu'on a dépassé certaines étapes. C'est vrai que ça ne se fait Mm. pas comme ça en un claquement de doigts. Il ne faut pas aller trop rapidement non plus. Mm. Ce qui me vient là quand je t'écoute, c'est que peut-être tu vas me dire ce que tu en penses, hein, mais c'est que pour réussir à pouvoir vraiment dire oui à la vie, peut-être qu'il faut réapprendre à reconnecter avec notre capacité à dire non, parce que je pense quelque chose qui a peut-être été meurtri à ce moment-là dans l'enfance, où on n'était pas capable de dire non. Donc il y a peut-être de la culpabilité de ne pas avoir su dire non, mais on n'était pas capable. On était enfant, un rapport Mhm. d'autorité, enfin plein de raisons. Donc ou peut-être qu'on a dit non et que le non n'a pas été entendu. Donc soit on n'a pas pu dire non, soit le non a été dit mais pas entendu et pas respecté. Et donc là il y a un travail de guérison Oui, là-dessus. et c'est d'ailleurs pour ça que moi, une des premières étapes, quand je travaille avec les femmes, hein, la première étape, c'est apprendre à dire non. Mm. C'est vraiment, c'est se réapproprier sa capacité à dire non. Ouais. Parce que Mm. une fois qu'on sait à nouveau dire non, ça semble bête comme ça, mais pourtant c'est tellement important. Parce que dire non, ça représente tellement de choses. Ça veut dire, je sais poser mes limites, je sais dire stop, je sais ne pas me faire abuser énergétiquement ou psychologiquement ou autre, parce que je sais prendre soin de moi et je sais mettre de la distance entre moi et l'autre. Voilà. Donc ce non, c'est même pas seulement au niveau de la sexualité, hein, c'est vraiment Oui, dans toutes les sphères de notre vie. oui, oui. Et ça, c'est vrai que là, donc le thème de cet épisode, hein, c'est guérir le féminin blessé. Et moi, j'accompagne aussi beaucoup de femmes. J'ai développé un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna, où j'accompagne les femmes sur leur féminin et tout ça. Et ce que je vois, c'est que ces femmes, elles n'ont pas toutes vécu des agressions sexuelles. Il y en a certaines qui ont vécu des agressions et des abus sexuels et d'autres qui n'en ont pas vécu. Mais on a aussi une espèce d'inconscient collectif autour du féminin. Et peut-être qu'on peut en parler. Je ne sais pas exactement Oui. d'où ça vient, Mm. mais on a un peu cet inconscient collectif où la femme doit être au service, la femme doit dire oui, la femme doit être sage, la femme doit... Et donc, on nous apprend plus à dire oui qu'à dire non. Et voilà, il y a quelque chose qui se joue aussi dans l'inconscient collectif du féminin et dans tout ce passé euh, de patriarcat, mais aussi d'abus, enfin tout ce passé, même si on ne l'a pas vécu personnellement, Mm. on baigne et on évolue
dans un monde où il y a cette ombre, Ah ben oui, en fait. mais complètement. Faut pas oublier que d'où on vient en fait, hein. C'est que pendant des centaines d'années, on a été, bon, je vais un peu généraliser, hein, mais disons que les femmes ont été rabaissées, ont été maltraitées, reléguées au second plan. Disons on leur laissait pas la place, hein. On n'était pas dans un monde qui disait ah vous les femmes vous êtes géniales, venez. Non, c'était vous les femmes, bah, vous êtes là pour la reproduction. Vous êtes des porteuses de nos enfants. Donc il y a vraiment tout ce regard-là qui est en train qui a changé, qui s'est transformé. Ces 50 dernières années, ça bouge. Mais en fait, il faut pas arrêter, il faut pas lâcher le truc parce que c'est tellement fragile, tellement, tellement fragile. Quand je vois pour nous en France, hein, les femmes ont le droit d'avoir un chéquier en 1965. C'est pas très loin quand même, hein. Le droit de l'avortement, c'était en 71. Et il est toujours constamment remis en question, hein. Enfin, Exactement. il n'est pas acquis. Exactement, c'est pas qui on doit continuer à le défendre constamment. Donc c'est important tout ça. Donc c'est vrai qu'on vient, eh ben, on vient de là, hein, on vient de cette histoire-là, de l'histoire des femmes. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui un peu flottant comme ça, qui voudrait que la femme soit douce, que la femme soit accueillante, parce qu'elle est donneuse de vie, la femme doit rentrer dans ces cases-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles en ont un peu marre de ça et elles ont envie d'avoir plus de liberté, elles ont envie de pouvoir s'exprimer dans qui elles sont, et d'avoir plus de liberté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas encore toutes les clés. Donc c'est vrai qu'on tâtonne un petit peu en ce moment, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses qui bougent. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors, est-ce que les femmes sont, selon toi, enfermées dans des peurs spécifiques? Les peurs, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre, d'ailleurs, Domptez vos peurs et libérez votre féminin. Je pense que les peurs, on en a. Alors, et en ce moment, en plus, avec le Covid, tout ça, c'est amplifié, hein. Mais on avait déjà un petit peu peur de tout, j'ai envie de dire. C'était peur de prendre la parole, c'était peur de se montrer, c'était peur de prendre un risque. Moi, je trouve on a perdu un peu aussi un peu d'audace, quoi. On n'ose plus tellement prendre de risques et je trouve ça dommage parce qu'on vit dans un monde qui est un peu aseptisé en fait où ben non, prendre un risque, ben, c'est dangereux. Ben oui, mais la vie est dangereuse, hein, donc par essence. Donc ce serait un peu se reconnecter à ce oser et oser se mettre un peu en danger et oser prendre certains risques parce que c'est normal d'en prendre. Mais c'est vrai qu'on parlait un peu en off, toutes les deux aussi, de la peur numéro une chez les femmes, qui est quand même la peur d'être agressée, d'être violée. Et c'est une peur finalement qu'on a avec nous tout au long de notre vie. Et c'est assez paradoxal avec le fait qu'on a une pulsion de vie qui fait que on a envie de se montrer, on a envie d'être bien dans notre corps, on a envie de prendre notre place à l'origine. Mais il y a cette peur en fait qui vient nous museler parce que attention, si on me voit ou si je prends trop de place ou si je suis trop jolie, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Combien de fois on a entendu ça, des femmes qui se sont fait violer, on a dit oui, mais bon, t'as vu comment elle était habillée? Ça ne devrait pas exister. On devrait pouvoir s'habiller comme on veut, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Et donc, je pense que cette peur, on l'a au fond de nous. Elle nous a été transmise de génération en génération et qu'on l'a un peu dans nos tripes, on la porte, cette peur. Et parce que ça peut être aussi une réalité, effectivement. Tu sais bien, quand on a des filles ados, on va leur passer certains messages, on va quand même leur dire, voilà, fais attention parce que il peut se passer des choses, fais attention parce que il faut pas chercher à attiser le désir de l'autre, finalement, parce que le désir de l'autre peut être dangereux.
faut savoir poser ses limites, il faut savoir se défendre. C'est fort ce qu'on dit. Le désir de l'autre peut être dangereux. On est vraiment coincé c'est le truc qui se mord la queue quelque part. C'est que le désir de l'autre, on le souhaite quelque part. Enfin, je veux dire, c'est beau d'être désiré. C'est quelque part, c'est magnifique. Le désir des uns qu'on peut avoir pour quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre peut avoir pour nous. Donc, quelque part, on en rêve, on aspire à ça. Et quelque part, c'est un danger. Donc, je pense que ça, c'est une grosse... on est coincé là. Oui, et puis oui, et on en parlait off tout à l'heure aussi un petit peu, de dire les hommes aussi sont coincés là-dedans parce qu'ils ont réellement, parfois, ils sont très très honnêtes avec leurs émotions et ils ont un réel désir pour nous et ils savent pas comment l'exprimer parce qu'ils voudraient pas agresser, ils veulent respecter, mais en même temps, donc on attend d'eux qu'ils expriment leur désir, mais en même temps, ils ont une épée de Damoclès de comment le faire. Enfin, je trouve qu'on est vraiment un peu dans une impasse de comment on va réussir à libérer le désir. Oui. Et donc là, pour moi, il y a tout un sujet à développer qui me passionne. D'ailleurs, juste après l'enregistrement de ce podcast, je vais faire une formation là-dessus, sur le consentement, qui est pour moi une thématique qu'il faut absolument amener dans nos conversations, apprendre le consentement, mais pas que sexuel, le consentement de tout en fait, d'apprendre à amener la conversation du consentement au cœur de nos échanges en tant qu'être humain. Parce que je pense que la liberté dépend de ça, de notre capacité à ressentir notre consentement, parce que le consentement, c'est d'abord savoir, est-ce que je ressens un oui, est-ce que je ressens un non, à quelle que soit la demande que l'autre me fait, et apprendre à demander le consentement et à entendre la réponse et à honorer la réponse. Enfin, il y a toute une manière d'interagir entre nous qu'il faut apprendre, parce que aujourd'hui, le consentement ne fait pas partie de nos conversations. Tout à fait. Oui, et c'est vrai. Alors, le petit clin d'œil. Alors, moi, j'ai une formation là qui va démarrer qui s'appelle Leaduse de ma vie et qui est vraiment axée là-dessus aussi. C'est comment je peux prendre le lead de ma vie si je ne sais pas poser une demande, faire un choix, mettre une limite. C'est vraiment des questions complètement de ça pour les femmes aujourd'hui, et de le faire en étant toujours dans la relation avec l'autre. Je pense que c'est de ça dont tu parlais peut-être aussi dans cette histoire de consentement, ce thème du consentement. C'est comment je vais le faire en étant en relation avec l'autre, en gardant le lien avec l'autre. Oui, parce que l'idée, c'est pas de dire non et d'envoyer tout le monde bouler et d'être seul et de vivre seul. On veut pas vivre seul, on veut rester en lien avec les autres. Donc on peut savoir se protéger, mais on n'a pas l'intention d'être seul. On aime être entouré de personnes. Et puis on a besoin des autres. Nous sommes des êtres de relation, faut pas l'oublier. Si on se retrouve tout seul, on meurt, on perd en énergie, on a besoin du contact, ça a été démontré, mais on a besoin aussi de l'interaction, d'échanger, de discuter avec les autres. C'est primordial. Donc c'est le challenge à venir ces prochaines années. J'ai l'impression que ça va être de comment être en relation avec l'autre sans en avoir peur. Et c'est vrai que cette notion de consentement qui pourrait être une clé très forte de cette mise en relation, c'est compliqué quand l'estime de soi a été bafouée par le passé, quoi. Donc comment réussir à cicatriser et à reconstruire cette estime de soi qui a été bafouée? Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est l'estime de soi. C'est vrai que ça se construit à la base, en grande partie dans l'enfance. Mais après, ça fait partie justement des choses qu'on peut aussi réactiver, je dirais, au quotidien, dans notre vie d'adulte. Et donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant. Et l'estime de soi, donc ça part du regard que l'adulte, les parents posaient sur nous. De comment on sentait ce regard sur nous, comment on se sentait invité à aller faire des choses, comment on se sentait célébré quand on arrivait à faire des choses. Et donc, c'est intéressant parce qu'en ce moment, il y a tout ce mouvement de célébrer la vie, de célébrer ce qu'on fait quand on arrive à le faire. C'est exactement ça. En faisant ça, eh bien, on vient rehausser l'estime de soi. D'apprendre à voir en fait toutes les fois
où on est à la hauteur de nos attentes, en fait. Exactement, où on fait les choses, alors je veux dire les choses bien, enfin le bien entre guillemets, parce qu'il y avait, on va pas être binaire de bien ou pas bien, mais où on fait des choses, où on réussit, en tout cas, où on fait quelque chose qui va nous faire nous aimer, en fait. Hmm. Hmm. Parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. C'est Alors, comment dans ce thème d'apprendre à s'aimer, moi, je vois, donc j'accompagne aussi des femmes, hein, et je vois que quelque chose qui bloque énormément, c'est le rapport au corps. On a tellement de jugements. Quand on pense à est-ce que je m'aime, on pense vite à son corps. Oui, c'est vrai. Et c'est bien parce que notre corps est quelque chose de très important dans ce qu'on est. Et donc, je sais que tu parles de ce thème, de l'importance de se reconnecter à son corps. Pourquoi c'est important pour toi? Bah, déjà, moi, à la base, voilà, bon, quand on a vécu une agression sexuelle, là c'est enfant ou adulte, hein, il y a souvent cette connexion au corps qui ne se fait plus. C'est-à-dire que soit on a vécu vraiment une sortie de corps, hein, moi c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu à un moment donné, hein, ça a été de je laisse mon corps et moi je m'en vais. Donc Mhm. voilà. Et en fait, pendant des années, ça a été de me réapproprier mon corps. Ça a été de sentir vraiment que mon corps, c'était moi aussi, et que c'est pas quelque chose comme ça posé à côté de moi. Oui. Donc ça veut dire J'ai aussi... écrit un article de blog il y a quelques années qui s'appelait Vivre à quelques centimètres de mon corps. Ah, oui. Mais et ça, c'est fort, hein. C'est vraiment fort parce que pour beaucoup de personnes, bah, le corps, c'est un peu comme un objet, qui est un objet à part, quoi. Et en fait, C'est c'est ce truc contraignant qu'il faut garder en santé et puis on a toujours l'impression qu'il est trop ou pas assez parce ouais. qu'on a tellement d'injonctions sur à quoi notre corps est censé ressembler que voilà, c'est toujours trop ou pas assez, quoi. Oui, et puis c'est toujours aussi, ben, j'aimerais être comme ceci ou comme cela, et ben non, je suis pas comme ça, mais comment je vais faire? C'est pas possible. Et puis donc on alimente un peu, on commence à se détester, et puis on alimente une forme de haine de soi aussi, parce qu'on n'arrive pas à être comme on aimerait être, dans cet idéal du moi, qui devient, qui est impossible, et donc on se déteste. Voilà. Énormément de femmes développent des troubles alimentaires, ont une relation compliquée avec l'alimentation liée à ça. Comme c'est tellement difficile de bien se sentir dans son corps, on développe des troubles alimentaires. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Mais ça, je pense que souvent, ce sont des troubles qui sont liés aussi à l'enfance, hein. Donc, ça Oui. va vraiment chercher aussi des troubles qui sont profonds. Et donc, ça touche souvent l'estime de soi aussi, hein, les troubles alimentaires. Ça touche, ça se développe aussi souvent après des agressions sexuelles. Oui, oui. Donc, ça, c'est très présent aussi, hein. Des agressions sexuelles ou des relations mal positionnées entre les parents et l'enfant, où voilà, il peut y Ouais. avoir des relations qui sont voilà, pas claires. Oui, 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 tout à fait, hein. C'est beaucoup d'injonctions aussi, ou quand le regard du parent sur l'enfant est dur, ou est tout le temps dans le jugement, ou t'es pas assez ceci, ou t'es trop cela. Voilà. Quand ce regard-là est posé sur l'enfant, surtout sur la petite fille, hein, parce qu'en fait, on a souvent tendance, quand on parle à une petite fille, hein, c'est de dire, ah, t'es jolie, ah, t'es ceci, c'est toujours, hein, si on écoute bien, c'est toujours en rapport avec le physique. Mais ce qui est dingue, hein, c'est qu'en tant que femme, on continue à le faire, ça. Oui, Moi, je remarque c'est- à quel point, quand j'arrive quelque part, on me dit oh, mais t'as maigri. Oh, mais t'es jolie. Oh, mais j'aime bien ton jean. Ou j'aime bien. Enfin, on fait tout de suite un commentaire. Et c'est fou, on l'entretient nous-mêmes, ça. Ça, c'est vraiment notre. Parce que c'est notre inconscient, en fait, collectif. On a tellement appris que c'était notre apparence qui allait nous donner de la reconnaissance. Et du coup, j'ai rien contre le fait de se faire belle et d'être bien dans sa peau et tout ça, mais moi je trouve que la difficulté c'est quand on le fait pour les mauvaises raisons. Oui. Voilà, si je me sens belle et que je m'habille bien parce que ça me met en joie,
pas de problème. Quand je le fais parce que je me dis comme ça, on va m'aimer, comme ça, on va me faire un compliment. Moi, je me souviens en adolescente d'aller à l'école et de me dire voilà, quelle tenue je dois mettre pour que quand j'arrive en classe, on me dise t'es bien sapée. Ouais. Oui, ça prend beaucoup trop de place. Beaucoup trop de place. Et c'est vrai, tu as raison, hein, même adulte, et même quand on en a conscience, parfois on le fait encore. Donc c'est vraiment faire attention à ce qu'on dit. Parce que c'est le faire une fois de temps en temps, ou une fois quand vraiment ça a du sens. Bien sûr, c'est agréable à recevoir quand c'est un compliment, mais pas systématiquement et pas dans le jugement ou dans la critique. Voilà. Dans mon programme La Voix d'Athéna, moi, je suis la reine des challenges. Hein, on me connaît avec le challenge Arrête de râler. Et donc, je propose un challenge autour de ça, de pendant quelques jours, observer à quel point vous utilisez ce point de référence quand vous êtes en train de parler, notamment à une autre femme. Et vous échangez à travers ce prisme de l'apparence physique. Oui, parce que c'est très présent pour nous les femmes. Regarde, pour les hommes, beaucoup moins. Quand on parle à un garçon ou un jeune homme, bon, ça peut arriver, mais beaucoup moins. On ne va pas forcément lui dire, bah, tiens, t'as de belles fesses, ou ah bah t'es mignon, toi. Alors que ça semble tout à fait normal de le dire à une fille. Ouais. C'est aberrant quand même. Donc c'est à nous aussi, c'est à nous adultes de changer ça. Parce qu'en fait, on le fait parce qu'on l'a entendu faire autour de nous. Donc, c'est comment nous, on va dégoupiller ça pour que justement les générations d'après ne le fassent plus. Et le pire, ça vient peut-être encore, et là, bon, on n'est pas là pour le voir, mais dans les cours d'école. Oui. Là, c'est terrible ce qui se passe dans les cours d'école. C'est-à-dire ? Dès on en est encore au stade où quand il y a quelqu'un, une petite fille ou un petit garçon qui est un peu plus enrobé que les autres, c'est ah bah toi, t'es gros, ou t'es gros, tiens, patapouf, ou de donner des surnoms. Ouais. Et comme souvent les enfants ne se rendent pas compte à quel point c'est blessant, ils continuent. Oui, et ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout la personne qui va être encore plus enfermée. Donc, ouais, c'est vraiment encore une fois une impasse. C'est parce que dans le fond, moi, je souhaite à tout le monde d'être au top de sa forme, d'être bien, de faire du sport, de faire attention à son alimentation. Enfin, c'est bon pour l'humain d'être en forme. Mais le problème, c'est que énormément de personnes sont sur ce chemin, mais par le prisme des régimes, par les prismes des jugements, pour les mauvaises raisons en fait. Oui. Non pas pour c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma vitalité, j'ai envie d'être bien dans ma peau parce que c'est super agréable d'être bien dans ma peau, mais plutôt voilà, je suis jamais à la hauteur, je suis toujours trop ceci, trop cela, et puis tous ces jugements et toute cette haine qu'on développe sur nous-mêmes. Moi, j'ai eu un déclic il y a longtemps, hein, quand j'étais allée voir le Dalai Lama. Et en fait, il a une phrase très simple quand il parlait de son corps. Et il disait « Mon corps, mon vieil ami » ou « Mon corps, ce vieil ami ». Et j'ai vraiment, je sais pas, la manière dont ça a été dit, bon, c'est Mathieu Ricard qui traduisait, hein, mais c'est vraiment, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, mon corps, c'est mon ami, c'est pas mon ennemi. Donc, à partir du moment où j'arrive à le regarder, à le sentir comme un ami, et que je vais avoir envie de lui faire du bien, je vais peut-être faire attention à ce que je mange. Je vais peut-être faire attention à bouger régulièrement, à aller dans la nature, me reconnecter à la nature parce que c'est bon pour mon corps. Et donc, c'est mettre en place des choses comme ça, à méditer parce que c'est bon, ça fait du bien aussi à mon corps, c'est pas seulement à mon esprit, mais aussi à mon corps parce que ça permet de détendre, de faire baisser les tensions, le stress. Donc, c'est vraiment aller chercher tout ce qui est bon pour son corps. Au début, quand j'ai commencé vraiment ma vraie thérapie, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui était des agressions sexuelles, mais en fait, je suis allée me faire masser.
J'allais me faire masser régulièrement parce que j'ai pris conscience en fait que le corps avait une mémoire aussi et que tout était inscrit dans mon corps. Oui. Petit à petit, j'avais besoin aussi de faire ressortir ça. Autant je libérais avec la parole, autant j'avais besoin de libérer à travers mon corps, à travers mes cellules, pour vraiment là aussi nettoyer. Oui. Et ça, je suis 100% d'accord. Moi, donc je suis coach depuis 15 ans et j'accompagne énormément les personnes sur leur mindset, sur leur état d'esprit, sur changer tes croyances. Et c'est vrai, hein, nos pensées, la manière dont on pense notre vie a un impact énorme sur notre réalité. Parce que si on pense les peurs, les manques et les limitations, ben, on vit dans un monde de peur, de manque et de limitation. Tandis que si on pense les possibles, la gratitude, voilà, on peut choisir de changer notre mindset. Mais ce que j'ai découvert depuis quelques années, c'est qu'en fait, on peut travailler notre mindset énormément, mais parfois, le corps ne suit pas. Parce que le corps est enfermé dans des mémoires, comme tu dis, dans un vécu, c'est tout ce qu'il connaît. Il ne connaît que cet ancien vécu et il n'arrive pas à sortir et à incarner ces nouveaux possibles et cette nouvelle manière de fonctionner. C'est pour ça que, je ne sais pas si je t'avais informé de ça, mais c'est pour ça que dans les 2 dernières années, je me suis formée et j'ai obtenu un diplôme de Sexological Body Worker. Et donc, à travers, donc c'est de la sexologie somatique, en fait. Et donc, c'est vraiment d'aller comprendre le corps et d'aller parler au corps, non pas au cerveau. Donc, libérer la parole, comme tu dis, c'est super important et je ne remets absolument pas en question. C'est hyper important de libérer la parole et de changer la conversation qu'on a avec nous-mêmes par rapport à notre passé, par rapport à notre vie, pour pouvoir ouvrir une conversation qui va nous permettre d'être épanouis. On parlait tout à l'heure de sortir de la résilience pour aller vers l'épanouissement. Donc, changer la conversation, c'est super important. Et en effet, revenir au corps et apprendre au corps à sortir de cette empreinte pour être libre de naviguer ce monde à partir de cette nouvelle réalité qu'on est en train d'écrire, à partir de cette nouvelle, de cette nouvelle réalité qu'on est en train d'écrire. Oui, moi, formidable. C'est pour ça que moi j'ai vraiment un amour, je veux dire, pour la Gestalt thérapie, parce que la Gestalt thérapie, justement, on n'est pas seulement dans les mots, on est aussi dans l'émotionnel, donc vraiment laisser sortir les émotions. S'il y a de la colère, ben on y va, on la sort, la colère, on ne cherche pas à la retenir. S'il y a de la tristesse, on y va, on la laisse sortir. Et à partir de là, ben, on va aussi travailler sur le corporel, de voir tout ce qui est inscrit dans le corps, et puis après, ben, au niveau spirituel aussi, hein, parce que c'est vrai que dans tout ce qu'on fait, et puis si on revient sur ce thème des abus, et comme je disais tout à l'heure, c'est que ben, souvent, voilà, notre âme a été blessée, donc comment faire pour que cette âme se sente à nouveau bien dans ce corps-là? Oui. Comment faire pour que cette âme se sente à nouveau bien dans ce corps-là? Super. Mais écoute, Catherine, on arrive à la fin de cet épisode. Oui. Évidemment, c'est un sujet voilà, les paroles se libèrent. Il y aurait besoin d'en parler beaucoup plus. Et en même temps, voilà, c'est important de respecter le timing de l'épisode et de se dire que si on le fait pas trop long, peut-être que les personnes le partageront plus volontiers avec d'autres, ça sera plus facile à transmettre et à faire circuler. Mais en tout cas, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver et continuer cette conversation avec toi? Ben, elles peuvent me retrouver je suis en train de développer un peu plus ma chaîne YouTube. Donc de l'Académie du Féminin, et puis sur le site de l'Académie du Féminin ou sur mon site catherineauberlet.com. Donc je suis vraiment en train de mettre en place, voilà, tout un écosystème, je dirais, pour accompagner les personnes aussi et pour vraiment aller aussi vers cette porte de l'épanouissement. C'est vraiment tellement important Je veux dire, quand on a eu de la souffrance, des douleurs dans sa vie, c'est important de savoir aussi qu'à un moment donné, on peut aussi avoir accès à ce que certaines religions appelleraient le dharma, même qui est d'accéder à ce qui peut être bon dans la vie. Aussi, on y a droit. On y a vraiment droit. On y a droit. Formidable mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine. Eh ben, je t'en prie, merci. C'était un grand plaisir, Christine. Au revoir.
Au revoir. Si les thèmes abordés dans cet épisode vous ont touché et interpellé et que vous avez envie de continuer à les explorer, je vous invite à écouter l'épisode 20 de ce podcast intitulé « Femmes, je nous aime » ainsi que l'épisode 29 « Comment grandir de ce qui nous fait souffrir » et enfin l'épisode 41 « Le yoga Kundalini, une pratique de réconciliation ». Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.